Dimanche 9 novembre 2011, à Courcelles-le-Comte, dans le Pas-de-Calais. Il est 10 h lorsque 2 jardiniers municipaux arrivent au cimetière britannique de Waricops pour entamer leur journée de travail. C'est un petit cimetière où il y a 1 kilomètre de chemin sans issue qui est très peu fréquenté. L'un des 2 jardiniers s'éloigne un peu pour aller soulager une envie pressante et remarque alors une forme étrange, cachée sous une plaque de tôle recouverte par des branchages. Il appelle aussitôt son collègue. Les jardiniers pensent à un animal puisque c'est un endroit où ont lieu beaucoup de chasses en plein milieu de la campagne et que ce n'est pas improbable de trouver un animal décédé à cet endroit. Et là, il lève la tôle et on découvre le corps d'une personne. J'ai été sidéré qu'un cadavre se trouve à cet endroit-là. Vous imaginez tout sauf ça, quoi. Sauf ça. Les gendarmes de la section de recherche de Lille sont aussitôt alertés. À leur arrivée sur place, ils gèlent immédiatement la scène et procèdent aux premières constatations. Le corps est en position fétale, il est vêtu d'un t-shirt et d'un slip uniquement, et donc il est pieds nus, sans chaussures. Il est impossible, compte tenu de l'état de putréfaction, de déterminer s'il s'agit d'un individu masculin ou féminin. Aucun signe extérieur ne permet de déterminer les causes de la mort, compte tenu de l'état du cadavre, mais en revanche, les enquêteurs constatent immédiatement que la plante des pieds est propre. Ça interpelle puisqu'on est au milieu de nulle part, c'est vraiment au milieu des champs. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'a pas pu se rendre lui-même là où il a été retrouvé. Donc ça veut dire que quelqu'un a cherché à dissimuler le cadavre. Les gendarmes fouillent alors la zone à la recherche du moindre indice qui pourrait leur permettre d'identifier le mystérieux cadavre. Les gendarmes regardent si autour il n'y a pas des vêtements, des chaussures, des mégots de cigarettes, une arme éventuelle. Et bien là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gendarmes ne trouvent rien autour de ce corps. Les investigations se poursuivent en questionnant les voisins du cimetière. Mais là encore... L'enquête de voisinage ne va rien donner puisque, à proximité de ce cimetière militaire, la première maison, je crois, est à 1500 mètres. Tandis que le corps est transporté à l'Institut médico-légal de Lille, une information judiciaire est ouverte pour recherche des causes de la mort. Dès le lendemain, l'autopsie est réalisée. Le médecin légiste commence par un examen externe du corps qui s'avère réduit à l'état de squelette. À ce stade de dégradation du corps, il y a un squelette et des lambeaux essentiellement cartilagineux, quelques fragments de muscles. Il n'y a plus de sang, on ne peut plus prélever, il n'y a plus de cavité. Conséquence de cette détérioration, les organes génitaux ont également disparu. Ainsi, rien ne permet d'identifier ce cadavre. Mais en observant les membres supérieurs qui ont été préservés, et notamment le poignet droit, le légiste découvre un indice capital, la présence de ce qui semble être un tatouage. Sur un corps dégradé, les tissus cutanés deviennent marronasses, la peau va changer d'aspect, se foncer. Il va falloir mieux le mettre en évidence, ce sont des techniques qui sont utilisées après. À ce stade de l'enquête, c'est quand même le seul élément concret qui permette peut-être l'identification plus tard du cadavre. La main et le poignet droit de la victime sont donc prélevés et envoyés en laboratoire pour une expertise en thanatopraxie. Le légiste cherche ensuite à déterminer les causes de la mort. Malheureusement, le corps est trop incomplet pour cela. En revanche, on a pu exclure un certain nombre de types de décès. Il n'y a pas eu, par exemple, des coups violents avec un objet contondant, il n'y a pas eu de fracture de crâne. Avant de terminer son examen, l'expert extrait des insectes et des larves qui se sont développés à l'intérieur du corps, car ce sont des indices essentiels pour déterminer la date de la mort. Enfin, ultime prélèvement. Dernier élément qu'on peut avoir, eh bien, c'est recueillir le maximum de fragments de peau ou de muscles, même s'il en reste un tout petit peu, pour faire des analyses toxicologiques
Des os sont également mis sous scellé pour l'expertise anthropologique. L'analyse des insectes nécrophages, qui permet de dater la mort sur un corps en décomposition, est confiée à un expert en entomologie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des insectes qui ont été prélevés, les placer sous un microscope, donc on va les observer en détail, et on va regarder le niveau de développement. Ça nous dit depuis combien de temps il est en train de se développer sur le cadavre. Et donc s'il se développe depuis par exemple 2 semaines, ça veut dire que la mouche est venue pondre il y a 2 semaines sur un cadavre, et donc que la victime était déjà décédée. L'entomologiste examine donc minutieusement les insectes prélevés sur le corps de l'inconnu. Ce qui a été trouvé dans ce cas, ce sont des asticots en fin de développement, éventuellement des cocons vides, qui indiquent que les asticots s'étaient transformés en mouches, et puis des coléoptères, des scarabées, qui sont généralement fréquents quand on est dans un environnement naturel, quand on est en extérieur. Au vu de l'état de développement de ces insectes nécrophages, l'expert est donc en mesure de situer la date de la mort de la victime. Dans cette affaire, la datation qui a été formulée, c'est entre le 5 et le 11 octobre, ou une période légèrement antérieure. Donc la possibilité que le décès soit antérieur au 5 octobre, ça veut dire que les mouches ne sont pas forcément arrivées immédiatement sur le cadavre. Le décès a donc eu lieu dans les 4 à 5 semaines précédant la découverte du corps. La date de la mort est importante pour les enquêteurs puisqu'ils vont chercher à savoir qui a été signalé disparu depuis cette date. Dans l'espoir d'obtenir des indices sur l'identité de ce cadavre et sur les causes de sa mort, les os sont soumis à une analyse anthropologique. C'est l'expert Franck Nolot qui est chargé de cet examen. On a reçu le crâne, la mandibule, le fémur, le bassin et une côte, qui sont nécessaires pour faire les examens anthropologiques classiques dans un but de déterminer le sexe, l'âge, la taille et le type biologique de la personne. Et dans un deuxième temps, d'examiner s'il y a eu des lésions ou pas sur ces ossements. Pour pouvoir être analysés correctement, les os doivent d'abord être bien nettoyés. La contrainte, c'est d'avoir des ossements qui soient le plus propres possible, afin d'observer vraiment la structure osseuse. On va faire une technique un peu qui va consister à faire bouillir un peu les ossements pour pouvoir enlever les chairs plus facilement. L'expert peut ensuite commencer son examen. Il cherche d'abord des indices susceptibles d'expliquer les causes de la mort. Malheureusement, sur l'ensemble de ces ossements, nous, on n'a pas trouvé de lésions, que ce soit l'examen scanner, soit l'examen visuel, de type balistique, de type traumatique sur ces ossements. On n'avait pas de lésions particulières. Aucune trace nous permettant de déterminer les causes du décès. Franck Nolot examine ensuite tous les éléments qui pourraient aider à l'identification du cadavre, à commencer par le sexe. Pour déterminer le sexe, on a utilisé le bassin. La forme générale du bassin qu'on avait de l'individu nous a orienté avec 95% sur un individu de sexe masculin. Quant à la taille de la victime, pour mesurer la taille, on préfère utiliser les os longs parce que c'est ce qui est le plus caractéristique. On a mesuré le fémur, on a obtenu une mesure de 463 mm qui correspond, après nos tables de référence, à un individu qui mesurait 1,72 m, plus ou moins 4 cm. Enfin, pour tenter de déterminer l'âge de cet inconnu, l'anthropologue effectue une expertise odontologique, autrement dit un examen de la dentition. En effet, les dents vont se modifier au cours de l'âge et on va pouvoir donc du coup par différentes techniques estimer un âge qui, dans le cas de cette affaire, est estimé à 38 ans, plus ou moins 8 ans. Mais les dents représentent également des indices importants qui pourront, le moment venu, confirmer formellement l'identité du cadavre. Ce qui est très important dans le cas de l'examen dentaire, c'est que 2 personnes ne peuvent pas avoir exactement les mêmes soins ou les mêmes formes de dents. Donc on pourra à coup sûr conclure à une identification formelle ou à une exclusion formelle de la personne. L'expert procède donc à un relevé dentaire très précis qui sera utilisé pour d'éventuelles futures comparaisons. On a recherché l'ensemble des soins, amalgames, prothèses, qu'on a pu retrouver sur les dents de la victime. On a réalisé un schéma, ce qu'on appelle un odontogramme, où tous les soins qu'on a pu retrouver sont répertoriés. À l'issue de ces expertises, les enquêteurs disposent donc de plusieurs informations essentielles concernant la victime.
Ils savent qu'il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années et mesurant environ 1,72 m. Mais il leur reste un dernier indice à exploiter. Un expert en thanatopraxie s'intéresse maintenant au poignet droit de la victime. Et le spécialiste est formel, un tatouage y est bien présent. Il n'était pas très lisible, donc là, on va devoir faire un travail de restauration de cette partie de la peau. Donc on va enlever la partie un petit peu dégradée qui est sur l'épiderme pour pouvoir par la suite ne travailler que sur le derme. Pour cette restauration délicate, l'expert utilise une technique très particulière. L'application à différentes reprises d'acide acétique sur le derme va permettre de l'éclaircir et de faire réapparaître au mieux le tatouage. L'opération fonctionne parfaitement, car très vite, on a pu faire réapparaître un chiffre qui est le chiffre 53, qu'on voit très clairement après la restauration du tatouage. ce nouvel indice permet à l'enquête de faire un bond décisif. Car les gendarmes ont appris que 15 jours plus tôt, le 12 novembre, un couple a signalé la disparition d'un ami très proche dont l'un des signes distinctifs était un tatouage marqué 53. Cet homme s'appelle Frédéric Butanovich. Il a 36 ans et mesure 1,75 m. Tout semble concorder. Ce couple est inquiet parce que c'est un ami de longue date, qu'il ne donne plus de nouvelles depuis un mois, qu'il ne répond plus au téléphone. Et donc ça les a beaucoup troublés. Ils se sont dit, il est arrivé quelque chose. Pour savoir si le cadavre retrouvé le 9 novembre dans le cimetière de Courcelles-le-Comte est bien celui de Frédéric Butanovich, tous ses proches sont convoqués. Aussitôt, les enquêteurs leur montrent la photographie du tatouage restauré. À la vue du tatouage, je me suis effondrée. Le 5 et le 3, c'était l'année de naissance de sa maman et c'était son âge et l'âge de son frère quand elle est décédée. Des tatouages comme ça, il n'en existait pas deux, donc oui, forcément, tout de suite, dès qu'il m'a montré cette photo, je me suis dit oui, c'est Frédéric. Il n'y avait aucune ambiguïté, c'était lui. C'est ce qu'on imaginait, mais en même temps on redoutait de savoir que c'était vraiment lui. Ça fait un énorme choc parce que voir une photo comme ça, voir une partie du corps de son ami, c'est très très difficile. On n'oubliera jamais ça. On ne peut pas oublier une image comme ça. C'est pas possible. Même si le doute n'est plus permis, les gendarmes ont besoin d'une identification formelle du cadavre. On compare l'empreinte dentaire du corps qu'on a retrouvé avec l'empreinte dentaire de Frédéric Butanovich. Et là, aucun doute possible, c'est bien lui. Tous les proches de Frédéric Butanovich ont expliqué qu'ils étaient sans nouvelles de lui depuis le 3 octobre, soit 5 semaines avant la découverte de son corps. Les enquêteurs espèrent donc que sa téléphonie permettra d'en apprendre davantage. N'ayant pas retrouvé le téléphone de Frédéric sur les lieux, les enquêteurs vont lancer une réquisition à l'opérateur téléphonique afin de déterminer l'activité de ce téléphone dans les jours qui précèdent sa disparition. Effectivement, cette expertise apporte des informations essentielles. L'étude de la téléphonie permet de déterminer que ce téléphone cesse définitivement d'émettre des appels le 3 octobre à 21h46. À partir de 21h46, le 3 octobre 2011, il n'y a plus d'appels sortants. Il y a des appels entrants, de gens qui cherchent à le joindre, qui le cherchent. Il est sur messagerie. Son téléphone, il utilisait beaucoup, à peu près 80 appels par jour, et puis d'un coup, plus rien. Donc évidemment, ça pose question. Tous les indices recueillis semblent ainsi pointer vers ce 3 octobre 2011. C'est à peu près la date d'évaluation du décès par l'expert entomologiste. Donc les enquêteurs en déduisent qu'on peut certainement faire remonter la date du décès au 3 octobre. Les gendarmes veulent maintenant comprendre qui pouvait avoir intérêt à tuer Frédéric Butanovich. À la recherche du moindre indice, ils se renseignent d'abord sur sa vie personnelle. Et à première vue, ce jeune homme de 36 ans, divorcé et sans enfant, avait tout pour plaire.
C'est un mec qui attire le regard, ouais. Et puis non seulement il attire le regard de par son physique, mais aussi de par sa manière d'être avec les gens. Je dirais même plus que c'est plutôt ça qui attire le regard des gens. Frédéric est quelqu'un de très jovial, très sympathique, toujours prêt à rendre service, le bon pote dans toute sa splendeur. Rigoler, ça c'était sa raison de vivre, hein, Fred. Même en se levant le matin, on lui disait une connerie, tout de suite il accrochait, c'était parti. C'était on va dire le bout en train du groupe. Hein. Frédéric était chauffeur routier depuis 3 ans, un métier dans lequel il semblait également s'épanouir. C'était un baroudeur, hein. Il aimait bien sillonner les routes de France et de Navarre, comme on dit. Mais en creusant davantage dans sa vie, les enquêteurs découvrent que le jeune homme fréquentait toujours son ex-femme, Véronique Lardet, chauffeur routier comme lui, dont il était pourtant divorcé depuis 7 ans. Fred avait Véronique dans sa peau et c'était vraiment l'amour de sa vie. Même divorcé, c'était le grand amour. Il n'y avait que Véronique qui comptait pour lui. Malgré le fait que le couple soit divorcé, il continuait d'entretenir des relations, parfois en se rendant à l'hôtel. Il en était encore très très épris et il l'aidait énormément financièrement. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Car 1 mois avant sa disparition, Frédéric avait appris que Véronique s'était remariée en cachette avec un certain Jean-Michel. Jean-Michel, c'est aussi le patron de Frédéric Butanovich ainsi que de Véronique Lardet. Fred nous dit que c'est Jean-Michel qui lui a annoncé son mariage avec Véronique. Ça nous paraît complètement hallucinant de voir que c'est le nouveau mari qui appelle l'ex-mari pour annoncer une telle chose. Les amis de Frédéric Butanovich racontent aux enquêteurs qu'il était très affecté par la nouvelle de ce mariage. On sentait qu'il y avait un mal-être, vraiment c'était insupportable pour lui. Parce que sa seule volonté c'était de la récupérer. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs apprennent que le 27 septembre, soit 6 jours seulement avant la disparition de Frédéric, son ex-femme, Véronique, l'a appelé pour lui annoncer qu'elle divorçait. Elle dit que Jean-Michel est quelqu'un de violent et qui s'en prend à elle. Et en gros, elle appelle Frédéric Butanovich pour qu'il vienne la sauver. Je ne voudrais pas mentir en disant qu'elle le suppliait d'aller la chercher, mais presque quoi. Véronique et Jean-Michel sont mariés depuis à peine 1 mois et on trouve bizarre qu'elle rappelle Fred à la rescousse pour venir la récupérer et la ramener dans le Pas-de-Calais. C'est invraisemblable et bon, Fred, étant toujours amoureux d'elle, est parti la récupérer. Dès le lendemain de cet appel, Frédéric Butanovich est donc allé chercher son ex-femme en Isère, où elle s'était installée avec Jean-Michel, pour la ramener chez lui, à Arras. De voir Frédéric revenir avec Véronique, comme ça, dans le dos de Jean-Michel, moi je me suis posé des questions, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la suite de l'histoire? En toute logique, Jean-Michel n'a pas du tout apprécié le départ de Véronique. Ainsi, la veille de sa disparition, soit le dimanche 2 octobre, Frédéric a fait écouter à ses amis un message téléphonique menaçant que lui avait laissé le mari et conduit. Le message qui est laissé sur le téléphone portable de Frédéric est « Je vais m'occuper de ton cas ». Donc c'est un message qui n'amène aucune interprétation puisque c'est particulièrement précis. C'est une menace circonstanciée. Je pense que ce message, il a vraiment pris au sérieux. Ouais. C'est là que les gendarmes vont commencer à comprendre qu'il y a une histoire peut-être de femme derrière tout ça. À ce stade-là, les choses paraissent assez simples. Le mari jaloux, la femme qui part avec son ex, les choses qui dégénèrent et Jean-Michel peut faire figure d'un coupable idéal. Dans l'enquête sur le meurtre de Frédéric Butanovich, les gendarmes ont désormais un suspect sérieux, Jean-Michel, le nouveau mari de Véronique Lardet. Mais avant de l'interpeller, ils demandent la géolocalisation de son téléphone portable au moment des faits. Et les résultats sont sans appel. On va constater qu'il a borné à Arras la veille de la disparition de Frédéric. C'est-à-dire que Jean-Michel s'est trouvé géographiquement à proximité de Frédéric, ce qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Jean-Michel est donc placé en garde à vue et aussitôt interrogé sur les raisons de sa présence à Arras ce jour-là. Jean-Michel explique aux enquêteurs que le 2 octobre, effectivement, il se trouve bien à Arras,
car il souhaite rentrer en contact avec Frédéric. Il indique qu'il est venu d'ailleurs avec son frère. Il réussit pas à voir Frédéric Butanovich, donc il part avec son frère à une centaine de kilomètres de là, à Rixen, chez sa mère. Et qu'il n'y a plus bougé entre le 2 et le 6 octobre. Selon Jean-Michel, qui nie toute implication dans le meurtre, c'est seulement après être revenu d'Arras qu'il a laissé le message de menace sur le téléphone de Frédéric Butanovich. Il l'explique par le fait que Véronique Lardet lui aurait dit que Frédéric était violent avec elle et qu'il la séquestrait. Et donc, lui, inquiet, a appelé Frédéric pour avoir une explication avec lui et pour récupérer sa femme. Entendu à son tour, le frère de Jean-Michel confirme ce scénario. Mais les gendarmes en imaginent un autre. Peut-être la rencontre a-t-elle finalement eu lieu et elle a pu dégénérer jusqu'à connaître une issue fatale. Pour le savoir, l'alibi des deux frères est aussitôt vérifié. Les gendarmes découvrent que oui, tout concorde, puisque du 3 au 5, le téléphone de Jean-Michel borne bien à Rixen, en fait, chez sa mère, là où il dit être. Les enquêteurs également vérifient les relevés bancaires et ceux-ci permettent de déterminer qu'il est resté à Rixen, au domicile de sa maman. Le 4, le frère de Jean-Michel avait un examen médical où il s'est rendu. Toutes les vérifications correspondent à la version qu'il livre aux enquêteurs. Les voitures des deux frères sont tout de même perquisitionnées et passées au Blue Star, un procédé chimique capable de révéler des traces de sang nettoyées. Mais là encore... Il s'avérera qu'on ne trouvera aucun ADN, aucune trace de sang, strictement rien. La piste du mari vengeur paraît donc de moins en moins crédible. D'autant que les proches de Jean-Michel sont à leur tour auditionnés et le portrait qu'ils dressent ne colle pas du tout avec celui d'un homme capable de tuer. Jean-Michel est perçu par son entourage familial comme quelqu'un de calme, quelqu'un qui n'est pas méchant, qui n'est pas bagarreur. Il est perçu également par son entourage professionnel comme quelqu'un qui peut être amené parfois à avoir une colère verbale dans le cadre du travail, mais aucunement être quelqu'un de violent physiquement. Il n'a aucun casier judiciaire et rien ne permet de déterminer qu'il serait susceptible de causer la mort d'un homme. Avec cette piste qui se referme et des scénarios qui se contredisent, les gendarmes décident de se tourner vers l'autre personnage central de cette affaire, Véronique Lardet. Les enquêteurs commencent quand même à avoir des sérieux doutes, au moins sur la personnalité de Véronique Lardet. On voit qu'elle raconte n'importe quoi. On ne peut pas dire d'une part que son ex est violent et d'autre part que son mari est violent, tout en demandant à son ex de venir la sauver de son mari. Enfin, donc on voit qu'elle a l'air au moins un petit peu trouble. Moi, la séquestration de Frédéric envers Véronique, jamais je n'y ai cru, absolument jamais. Frédéric, c'est quelqu'un qui est incapable de faire du mal à une mouche, tout simplement. Alors de là à me parler de séquestration, là on frise la démence, quoi. Toute l'attention des enquêteurs se porte désormais sur Véronique Lardet. Qui est vraiment cette femme de 40 ans? C'est une femme très élégante, grande. Elle était très féminine, elle avait une voix très douce et coquette. C'est une femme qu'on remarquait partout, de par sa blondeur, de par ses tenues vestimentaires. Voilà quoi, elle attirait le regard des gens. On aurait pu donner le bon Dieu sans confession en regardant Véronique. Pourtant, les gendarmes découvrent rapidement que malgré ce physique avenant, Véronique Lardet n'était pas très appréciée de son entourage, y compris au sein de sa propre famille. Elle entretient de très mauvaises relations avec ses proches qui la dépeignent quasi tous comme une profiteuse et une menteuse. Véronique Lardet, elle a une réputation parmi plusieurs personnes qui ont été auditionnées d'être mythomane, en tout cas d'inventer des mensonges. C'est vrai qu'elle avait une façon de raconter les choses aux uns qui n'était pas la même version aux autres. Du côté des amis de Frédéric Butanovich, le portrait n'est pas plus élogieux, bien au contraire. Pour nous, Véronique est machiavélique, c'est un monstre. Elle établit des scénarios et essaye d'aller jusqu'au bout. Pour preuve, son mariage avec Jean-Michel, qu'elle a fait en cachette de Fred, afin de pouvoir lui soutirer l'argent sans problème, sans éveiller ses soupçons.
Effectivement, il s'avère que Véronique Lardet utilise surtout son penchant pour les mensonges et la manipulation afin de s'assurer un certain confort financier. C'est quelqu'un qui n'arrête pas d'être financé par les hommes avec qui elle vit. Je pense qu'elle se sert des hommes, oui, pour ponctionner l'argent, oui. Elle en a jamais assez, en fait. Les enquêteurs commencent à s'interroger sur éventuellement le mobile financier. Est-ce que Véronique Lardet avait un intérêt financier à faire disparaître Frédéric Butanovich? Pourquoi se débarrasser ou tuer quelqu'un dont il est dit par tout le monde qu'il est généreux avec elle? Et que même il l'aide au quotidien, il aide ses enfants. Il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est alors que les enquêteurs apprennent une information essentielle. Selon ses proches, Frédéric Butanovich avait cessé de subvenir aux besoins de son ex-femme 15 jours avant sa disparition. Il a coupé les vivres tout simplement à Véronique quand il a su ce mariage avec Jean-Michel. Pourtant, quand les gendarmes épluchent les relevés bancaires de Véronique Lardet, ils y découvrent un indice capital. Postérieurement au décès de Frédéric, 2 chèques, l'un de 3 000 € et l'autre de 600 €, ont été débités du compte de Frédéric au profit du compte de Véronique. Ces chèques ont été rédigés par Véronique Lardet et antidatés d'1 an auparavant. Ces chèques, en fait, ça commence à dépeindre une personnalité de Véronique Lardet comme quand même hautement suspecte. Donc ça commence à être assez louche. D'autant qu'en examinant la téléphonie de la suspecte, les enquêteurs récoltent un dernier indice pour le moins intrigant. Ils s'aperçoivent que postérieurement au 3 octobre, c'est-à-dire jour de la disparition de Frédéric, Véronique Lardet n'est jamais rentrée en contact avec lui, soit par SMS, soit par conversation classique. Et ça interpelle particulièrement les enquêteurs puisque cela signifie qu'elle aurait connaissance que Frédéric serait mort le 3 octobre. Tandis que les enquêteurs s'interrogent de plus en plus sur la personnalité de Véronique Lardet, un expert reçoit les prélèvements effectués sur le corps de Frédéric Butanovich afin d'y pratiquer une analyse toxicologique. On va donc rechercher tout ce qui peut être la cause d'un décès toxique, les stupéfiants, les médicaments, l'alcool bien entendu, qui va potentialiser les effets toxiques de certains médicaments. Mais pour mener à bien sa mission, le toxicologue est confronté à un problème. À cause de l'état putréfié du corps de la victime, il n'a en sa possession que des fragments de muscles et aucun échantillon de sang. Quand on fait l'analyse, ce qui est important, c'est le sang. On connaît très bien pour tous les médicaments la concentration d'un médicament qui va correspondre à une dose toxique. Et c'est donc uniquement le sang qui permet de savoir si on en a pris beaucoup ou pas beaucoup. Lorsqu'on travaille sur du muscle, on n'a pas de données en fait sur les concentrations. Donc on ne pourra pas savoir s'il y a eu une prise importante ou peu importante. Mais par contre, on pourra affirmer qu'il y a eu prise de tel ou tel produit. L'analyse toxicologique révèle effectivement la présence de 3 médicaments. Du paracétamol. Le paracétamol, c'est quelque chose d'assez banal, hein. Le zolpidem et le fentanyl. Ça, c'est 2 molécules qui nécessitent déjà des ordonnances pour se les procurer en pharmacie. Le zolpidem, c'est un hypnotique, c'est-à-dire c'est un produit que l'on va prendre pour dormir. Quant au fentanyl, l'autre substance retrouvée, c'est un morphinique très puissant. C'est quelque chose qui est réservé vraiment dans certains types de douleurs, notamment les douleurs cancéreuses. C'est pas quelque chose que l'on prescrit vraiment très fréquemment. D'autant que les prises associées de zolpidem et de fentanyl forment un mélange particulièrement dangereux en cas de surdosage. À partir du moment où vous aurez un surdosage en ces molécules, vous allez avoir ce que l'on appelle une dépression du système nerveux central et une dépression respiratoire, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez respirer de moins en moins bien, vous allez tomber dans le coma et ensuite vous allez aller jusqu'au décès. On sait juste qu'il y a des traces de médicaments, que la combinaison de ces 2 médicaments peut avoir des conséquences cardiaques, mais on ne sait même pas s'il est mort de ça. Et on ne sait même pas à quelle dose il a pris ces médicaments. Voilà.
S'il est donc impossible d'être catégorique à ce sujet, ce mélange médicamenteux reste néanmoins la cause la plus probable de la mort de Frédéric Butanovich. En revanche, l'expertise apporte un indice capital aux enquêteurs. Il concerne le moment où ces différents produits ont été absorbés. À partir du moment où on en a retrouvé dans le muscle, cela signifie qu'il y a eu prise dans les quelques heures qui ont précédé la mort. Quand les proches de Frédéric Butanovich sont informés de ces résultats d'expertise, c'est la stupéfaction et leur conviction est faite. Frédéric prenait quasiment jamais de médicaments, même pour un mal de tête, il préférait attendre que ça se passe plutôt que de prendre un médicament. Quand on me parle de substances, de médicaments pour faire dormir, alors que Frédéric, il dormait comme un bébé, et l'autre médicament, un médicament apparemment utilisé en cancérologie, mais de où Frédéric était atteint d'un cancer? Jamais de la vie. Pourquoi on retrouve des substances comme ça dans son corps? C'est un empoisonnement, tout simplement. Je vois pas d'autre alternative, mis à part l'empoisonnement. Au vu des résultats de l'expertise toxicologique qui révèlent d'étonnantes prises de médicaments, les enquêteurs revoient sous un jour nouveau certaines déclarations que leur avaient faites des proches de la victime. Pour notre groupe d'amis, Véronique Lardet était connue comme ancienne chirurgien, qui était maintenant devenue routier. Ça nous paraissait vraiment très étrange. Lorsqu'on se retrouve entre amis, je m'apercevais que de chirurgien, on était passé anesthésiste, donc voilà, moi, bah oui, forcément, je me pose des questions. Manifestement, Véronique Lardet semblait même poursuivre ses curieuses activités médicales. Les proches ont vu à plusieurs reprises Véronique en possession de livres de médecine, d'une blouse, d'un stéthoscope dans sa voiture, de nombreux médicaments. Certains l'ont vue également en possession d'ordonnances qu'elle aurait remplies. Pour les enquêteurs, il est évident que cette soi-disant carrière médicale est un mensonge de plus de la part de la suspecte. C'est quelqu'un quand même qui a arrêté les études en classe de seconde, donc qui a un BEPC seulement comme diplôme, et pourtant qui fait croire à tout le monde qu'elle est médecin et qu'elle peut soigner. Plusieurs témoins relatent même un épisode particulièrement éloquent à cet égard. Véronique Lardet s'est occupée de la femme d'un collègue qui était justement atteinte d'un cancer, et en fait à la mort de cette femme, Véronique Lardet a récupéré, selon plusieurs auditions, un carton de médicaments. Ce carton contenait-il les médicaments retrouvés dans le corps de Frédéric Butanovich? Pour le savoir, les gendarmes se font immédiatement communiquer le traitement que prenait la malade atteinte d'un cancer. Il en ressort qu'on lui avait prescrit du fentanyl, ce qui corrobore l'hypothèse selon laquelle Véronique Lardet était en possession de cette molécule et était susceptible de l'administrer. Alors que les indices s'accumulent, de nouvelles auditions révèlent un élément très troublant survenu 11 ans plus tôt dans la vie de Véronique Lardet. Le premier mari de Véronique Lardet, avec qui elle a eu ses 3 enfants, Marc, il est mort dans des circonstances assez troubles. Celui-ci est retrouvé au domicile conjugal, dans sa chambre, au pied de son lit, en t-shirt et en caleçon, et un tesson de bouteille enfoncé dans le cou. Véronique Lardet donnera cette explication qu'à un moment de la journée, elle serait montée lui donner à manger et qu'elle l'a retrouvé au pied du lit. À l'époque, le médecin légiste avait conclu à un suicide. Mais dans le doute, les gendarmes décident de se pencher sur cette ancienne affaire. Les enquêteurs se font remettre la procédure de découverte du corps qui a été faite à ce moment-là et au cours de laquelle une expertise toxicologique a été effectuée. Et on a retrouvé des molécules chimiques et notamment des anxiolytiques. Or, vérification faite, l'homme n'était pas du tout dépressif et n'avait donc aucune raison de prendre des anxiolytiques. Plus surprenant encore, Véronique Lardet évoquait la mort de son premier mari en racontant une toute autre histoire. Son premier mari, soi-disant, s'était tué, s'était fait le coup du lapin en tombant de l'escabeau en changeant une ampoule. Pourquoi est-ce qu'elle raconte, elle, encore un mensonge à son entourage comme pour se couvrir de quelque chose? Donc là encore, ça devient vraiment de plus en plus louche. Les gendarmes s'interrogent.
Tous ces mensonges ne sont-ils que le fruit de la mythomanie de Véronique Lardet ou bien servent-ils à cacher le pire? En toute logique, le fait que 2 anciens conjoints de la suspecte aient connu une mort violente ne fait que renforcer la suspicion des enquêteurs. J'ignore si les enquêteurs, à ce moment de leurs investigations, pensent qu'ils sont en présence d'une veuve noire ou d'une tueuse de mari. En revanche, certains éléments convergent vers cette hypothèse, mais sans une véritable certitude. Il y a des similitudes entre les 2 découvertes de cadavres. Il y a des médicaments dans leur sang qui n'ont rien à faire là. Et en plus, les 2 sont retrouvés sans pantalon, en t-shirt et puis en slip. Forcément, les enquêteurs rapprochent les 2 décès. Le 14 février 2012, soit 3 mois après la découverte du corps de Frédéric Butanovich, Véronique Lardet est placée en garde à vue. Les gendarmes savent qu'elle s'est enfuie le 28 septembre avec la victime, mais ils veulent connaître son emploi du temps précis entre cette date et le meurtre, 5 jours plus tard. Véronique Lardet dit avoir vu Frédéric Butanovich pour la dernière fois le 6 octobre 2011, lorsque, dit-elle, Frédéric Butanovich aurait dû partir travailler au Luxembourg parce qu'il a démissionné fin septembre pour vivre avec elle. Effectivement, en s'installant avec Véronique, Frédéric Butanovich avait démissionné de son emploi dans l'entreprise de Jean-Michel. Mais pour les enquêteurs, quand la suspecte affirme qu'il devait se rendre au Luxembourg pour commencer un nouveau travail le 6 octobre, ça ne colle pas. Ce jour-là, Frédéric Butanovich devait aller récupérer son solde de tout compte à l'entreprise tenue par Jean-Michel et il ne s'est pas présenté. C'est quand même très étrange. Les gendarmes sont d'autant plus surpris que le portable de la victime n'a plus montré aucune activité à partir du 3 octobre, soit 3 jours auparavant. Autre détail étonnant, Véronique Lardet précise que ce jour-là, Frédéric Butanovich avait décidé de lui laisser sa voiture et de se rendre au Luxembourg en autostop. J'y crois pas du tout parce que c'est une voiture déjà qui est en contrat-location. En aucun cas il peut se permettre de prêter ou de donner la voiture à qui que ce soit. Même à nous, il n'a prêté pas sa voiture. Mais ce n'est pas tout. La suspecte affirme que Frédéric lui avait également laissé sa carte bleue. La carte bleue, c'est de l'usage quotidien quand on est routier. Et lui, il avait bien la tête sur les épaules. Frédéric, son métier, il le connaissait sur le bout des ongles. Jamais, au grand jamais, il aurait oublié une carte bleue. Sans carte bleue, il vivait pas, c'était pas possible. Donc voilà, donc moi, non. Moi, j'y crois absolument pas, tout ça. Absolument pas. Frédéric Butanovich, en résumé, serait parti au Luxembourg sans rien pour commencer un nouveau boulot. Donc c'est vraiment bizarre. Ultime incohérence, les gendarmes demandent à la suspecte pourquoi elle n'a jamais essayé d'appeler son compagnon après sa disparition. Véronique Lardet va expliquer qu'elle n'appelle plus Frédéric parce qu'il est parti à l'étranger, qu'il a un contrat avec un transporteur international et que donc elle ne l'appelle plus parce que elle ne l'appelle plus. Elle se démonte pas, hein, elle a réponse à tout, les questions des enquêteurs, mais c'est vrai que les réponses paraissent pour le moins peu crédibles. Si l'étau se resserre autour de Véronique Lardet, les gendarmes n'ont pour l'instant aucun indice matériel qui la rattache au meurtre de Frédéric Butanovich. En espérant faire craquer leur suspecte, ils l'interrogent alors sur la fausse carrière de médecin qu'elle avait inventée à l'époque de son premier mariage. Elle ne voulait pas décevoir cette belle famille pour des raisons de statut social et qu'elle s'est inventée ce passé d'étudiante en médecine et de diplômée en médecine. Là, les enquêteurs commencent quand même à avoir des sérieux doutes, au moins sur la personnalité de Véronique Lardet, parce qu'ils sont face à une femme qui clairement les balade. Soupçonnée d'avoir tué son ex-mari Frédéric Butanovich, Véronique Lardet est placée en garde à vue. Depuis le début de son interrogatoire, elle tient tête aux enquêteurs avec un aplomb déconcertant. Mais soudain, à la 34e heure de garde à vue, elle craque parce que les enquêteurs, depuis le début de la garde à vue, lui ont mis sous les yeux toutes les contradictions et ses mensonges, et je pense qu'elle ne pouvait plus tenir
finalement, de telle sorte qu'elle a préféré faire des déclarations spontanées en avouant sa participation dans le décès de Frédéric Butanovich. La suspecte raconte alors en détail la soirée du 3 octobre 2011. Il se trouvait à l'appartement avec les enfants de Véronique. Une dispute aurait commencé à éclater sur la situation avec Jean-Michel. Pour ne pas perturber la quiétude de la famille, Véronique et Frédéric auraient décidé de partir en voiture pour avoir une explication entre quatre yeux. Véronique Lardet explique ensuite qu'en arrivant près du cimetière de Courcelles-le-Comte, la situation dans la voiture a dégénéré. Frédéric l'aurait violée dans la voiture et l'aurait imposé une fellation et qu'elle était en train d'étouffer et qu'elle, pour se défendre, elle aurait serré son écharpe et l'aurait étranglée. Cette femme affirme donc avoir involontairement tué son compagnon en se défendant. Mais une fois de plus, les enquêteurs sont très dubitatifs quant à sa version des faits. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent entre ce qu'elle dit avoir subi et le mode opératoire qu'elle aurait utilisé. C'est-à-dire faire une fellation tout en étranglant quelqu'un, ça paraît un petit peu compliqué. Pour les proches de la victime, il n'y a aucun doute, ce scénario n'est qu'un nouveau tissu de mensonges. Les aveux de Véronique nous ont paru assez troublants parce qu'on ne le voyait pas capable de violer la femme qu'il aime. Enfin, c'était trop respectueux pour ça. Et en plus, ce qui me semblait bizarre, c'est qu'on parle d'écharpe, alors qu'en aucun cas j'ai vu Frédéric porter une écharpe. Même l'hiver, Frédéric ne portait pas d'écharpe. Un bonnet à la rigueur, mais écharpe jamais. Donc d'où elle sort cette écharpe? Moi, faut me l'expliquer. En revanche, sur la suite des événements, la suspecte se montre beaucoup plus crédible. Elle dit qu'il est trop tard pour appeler la police ou les gendarmes. Elle décide de mettre le corps au fond d'un chemin près du cimetière militaire de Courcelles-le-Comte. Et quand les gendarmes lui demandent de faire un schéma précis des lieux, elle dessine vraiment ce qui est dans l'environnement, notamment la tôle et les branchages qui servaient à dissimuler le corps. À ce moment-là, pour les enquêteurs, il est clair que Véronique Lardet a causé la mort de Frédéric. En revanche, subsistent des doutes sur la version qui est celle de la légitime défense et finalement la thèse accidentelle. À l'issue de sa garde à vue, Véronique Lardet est mise en examen et incarcérée. Véronique Lardet est mise en examen pour des faits de meurtre et non pas d'assassinat. C'est-à-dire qu'à ce stade, le juge d'instruction estime qu'il n'existe aucun élément permettant de déterminer qu'elle avait prémédité son crime. Un mois et demi plus tard, le 27 mars 2012, coup de théâtre. Véronique Lardet demande à être entendue par le juge d'instruction car elle dit avoir des déclarations à faire. Véronique Lardet explique au juge qu'elle a été victime lorsqu'elle était petite d'un accident domestique. Elle aurait eu les mains brûlées. Il en résulterait encore 30 ans plus tard des stigmates et qu'elle aurait des problèmes de préhension, de telle sorte qu'elle serait incapable de tirer un corps. Ainsi handicapée des mains, Véronique Lardet annonce alors qu'elle n'a pas agi seule et que son complice n'est autre que son mari, Jean-Michel. Les enquêteurs le savent, la géolocalisation de son téléphone a déjà mis cet homme hors de cause. Pour autant, ils tiennent à vérifier cette histoire de brûlure aux mains qui aurait empêché Véronique Lardet de déplacer le cadavre de sa victime. Et tous les proches de la jeune femme sont unanimes, ces blessures ne l'ont jamais gênée dans son métier de chauffeur poids lourd. On peut se dire, bah oui, si elle charge et décharge son camion, peut-être qu'elle peut aussi traîner le corps de Frédéric entre la voiture et puis l'endroit où on l'a retrouvé. Un médecin légiste est tout de même appelé pour examiner ses brûlures. Et pour lui, pas de doute, malgré ses anciennes blessures, Véronique Lardet est parfaitement capable de traîner sur quelques mètres un corps de 75 kilos. Un an et demi plus tard, tandis que Véronique Lardet persiste à dire que la mort de Frédéric Butanovich était purement accidentelle, le juge d'instruction ordonne une reconstitution des faits.
C'est la première version des aveux de Véronique Lardet qui est reconstituée. Et là, tout le monde se dit à ce moment-là, mais c'est impossible. Compte tenu de l'exiguïté de l'habitacle de la voiture, de la position de Véronique Lardet, mais également celle de Frédéric, il était impossible de causer la mort par étranglement dans de telles conditions. La scène de viol qu'elle raconte est totalement invraisemblable. C'est n'importe quoi. Confrontée à ces incohérences, Véronique Lardet refuse de poursuivre la reconstitution et se mure dans le silence. Mais pour les enquêteurs, il est désormais attesté que la thèse de l'étranglement accidentel ne tient pas. Reste donc l'autre scénario, celui de l'empoisonnement. Ce qui change tout juridiquement. La juge d'instruction décide de mettre en examen de façon supplétive Véronique Lardet pour des faits d'assassinat et non plus de meurtre. D'assassinat parce qu'il apparaît qu'elle a administré des substances à Frédéric Butanovich et qu'il existe une préméditation et c'est ce qui différencie l'assassinat du meurtre. Mais pour l'avocate de Véronique Lardet, ce nouveau chef d'accusation est inacceptable. Voilà un dossier où un médecin légiste écrit noir sur blanc qu'on ne connaît pas les causes de la mort. Voilà une femme qui est poursuivie pour assassinat, alors qu'on n'a pas l'élément matériel de son crime, à savoir la preuve absolue que cet homme ait été victime d'un meurtre. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce dossier. Avant de clore son instruction, le juge a besoin de comprendre ce qui a pu amener la suspecte à tuer Frédéric Butanovich. Il ordonne donc qu'elle soit soumise à des expertises psychiatriques. Psychologues et psychiatres se penchent alors sur l'étonnant profil de Véronique Lardet. Les experts vont retrouver à peu près les mêmes profils de personnalité, à savoir quelqu'un qui est très histrionique. Alors histrionique, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de l'autre pour exister. Et ce sont des femmes qui n'assument pas, en tout cas, ce qu'elles ont pu faire ou leur acte. Mais les conclusions des examens psychiatriques ne s'arrêtent pas là. Les deux experts retrouvent une fragilité aussi dans l'histoire infantile, avec une espèce aussi de vengeance, en tout cas quelque chose qui n'est pas très clair dans le rapport à l'homme, comme s'il fallait faire payer aux hommes un certain nombre de choses. Les experts relèvent également une forte tendance de la suspecte au mensonge et à la manipulation, autrement dit à la mythomanie. Chez les personnes mythomanes, c'est assez fréquent que l'on retrouve, et c'est le cas pour Véronique Lardet, des personnes qui vont avoir tendance à se sentir persécutées par le monde extérieur, du coup à se victimiser, quitte à inventer ou à raconter des choses qui n'existent pas. Des violences conjugales qui n'existent pas, des viols qui n'existent pas, des licenciements qui n'existent pas, parce que ça leur donne de l'importance aux yeux des autres. Et selon les experts, la crainte d'être démasquée a peut-être été, chez Véronique Lardet, le déclencheur du passage à l'acte meurtrier. Il est tout à fait possible que si Frédéric Butanovich a constaté qu'à un moment donné, elle lui mentait et qu'il ait demandé des comptes, qu'elle n'ait pas eu d'autre réponse que de le supprimer parce que ce n'était pas supportable d'être mise face à la réalité. Même si les experts ne peuvent apporter aucune certitude concernant l'implication de la suspecte dans le meurtre de Frédéric Butanovich, il est clair que son profil très particulier ne fait que renforcer les soupçons sur sa culpabilité. Le drame de l'histoire est que Véronique Lardet a une personnalité totalement atypique, qu'elle a ponctué toute sa vie de mensonges, de zones d'ombre, qui ont grossi au fur et à mesure de l'enquête. Et finalement, la particularité de ce dossier, c'est la personnalité de Véronique Lardet qui a allumé des feux et des contre-feux sur sa responsabilité ou sur son innocence qui finalement ont eu pour effet de rajouter du doute aux incertitudes. Pour tous ceux qui ont enquêté sur cette affaire, la mort de Frédéric Butanovich recèle encore de nombreux mystères. L'affaire Lardet, c'est 4 ans d'instruction avec toujours ce doute qui plane, cette ombre du doute et un résultat, des réponses qu'on n'aura jamais, qu'on ne connaîtra jamais. Et ne pas connaître toute la vérité ne fait que renforcer la douleur de tous les proches du jeune homme assassiné. La disparition de Fred, c'est une douleur qui restera toujours. J'ai toujours son numéro de téléphone dans mon téléphone, j'arrive pas à l'enlever. Voilà, c'est comme ça.
Et ça, c'est quelque chose qui nous meurtrait tous les jours et voilà, ça fait mal. Frédéric, ça a été une étape très difficile à supporter. Mais on nous a enlevé notre pote, ça faut pas l'oublier.